Mais c'est tout aussi intéressant parce que moi, je suis assez passionné des questions du travail chez nous. Et j'ai écouté les avis de Maître Adjabé, de Guide, et le petit débat qui s'est installé m'intéresse aussi. Alors, ce que moi, je voudrais déjà suggérer pour bien encadrer le sujet, c'est qu'il faut déjà commencer par lire le nouveau Code du travail en rapport avec la loi 2018-32 de octobre, je crois, de 18 octobre ou de 30 octobre, qui modifie et complète la loi de 2002 sur la restriction ou sur les grèves, tout simplement. C'est-à-dire, si vous tentez de lire ces deux lois-là de façon distincte, vous n'allez pas pouvoir comprendre quel est l'impact que cela a sur les travailleurs. Je vous donne un exemple. Je prends le point qui concerne aujourd'hui le pouvoir du travailleur, puisque ça a été débattu. Le pouvoir du travailleur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est vrai qu'aujourd'hui, le Code du travail limite effectivement les dommages et intérêts qui peuvent être perçus en cas de licenciement. Ça l'encadre entre 3 et 9 mois. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas qu'il y a le droit de grève aussi qui a été restreint et qui fait qu'aujourd'hui, le travailleur n'a plus la possibilité d'aller mettre la pression sur son employeur. Donc, c'est deux choses, deux innovations dans notre corpus législatif qu'il faut pouvoir associer pour comprendre aujourd'hui ce que vaut le travailleur. Mais, quelque part, souffrons que cela soit une situation transitoire, dans la mesure où, par le passé, on a vu des procès qui se sont soldés par des dizaines de millions que les employeurs devaient verser à leurs employés, mais qui n'étaient pas tout à fait justifiés au regard des choses ou des faits qui les ont amenés devant les tribunaux. Est-ce qu'on va continuer à couler des entreprises dans ce genre de procès coûteux, des entreprises qui vont couler en emportant avec elles des dizaines d'employés ou des dizaines d'emplois, tout simplement? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir, qu'il faut mettre dans la balance pour faire le débat de façon équitable. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. La situation vue de façon absolue, en oubliant ce qui existait avant, permet de dire de façon nette que les employeurs sont favorisés et que les employés se retrouvent aujourd'hui en situation d'esclavage. Je suis tout à fait d'accord. Mais n'oublions pas le contexte parce qu'il nous permettra justement de nuancer ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on n'a plus vu de grève depuis 2018. Je pense que la dernière grève remonte à 2017. Elle a eu lieu au port autonome de Cotonou. Depuis le temps, on n'a plus vu de grève. Mais est-ce pour autant que tout va si mal? Non, je le disais récemment sur un panel et j'essaie de faire comprendre aux gens qui étaient là et qui m'écoutaient quelques aspects qu'il faut considérer et qui sont en train de faire évoluer justement le monde du travail chez nous. Premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, le syndicalisme n'est plus aussi débridé qu'il était il y a quelques années, où on pouvait avoir des grèves sauvages, où on pouvait avoir des grèves de solidarité. On n'entend pas grève de solidarité, une grève qui amène un syndicat à rentrer en grève, non pas par revendication, mais par solidarité, avec un autre syndicat qui a de vraies revendications par contre. Est-ce qu'on est aujourd'hui satisfait de voir qu'on va dans les hôpitaux, on peut se faire soigner, il n'y a pas de grève, on commet un petit larcin et on vous met en garde à vue, que vous ne finissez pas par faire 3 mois, 6 mois de détention préventive tout simplement parce que les magistrats décident d'aller en grève. Je pense que c'est des avancées assez notables, mais à l'intérieur des syndicats même, qu'est-ce qu'on peut observer? Je pense qu'il faut noter le changement positif que le syndicat est en train de connaître aujourd'hui chez nous. Moi, j'ai observé avec le CNDS, le Conseil national du dialogue social, qui est resté de 2017 à 2022, j'ai pu observer que les syndicats pouvaient participer désormais à des formations assez intéressantes sur les négociations, sur les techniques de négociation. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important parce que le secrétaire général de syndicat ou de fédération, qu'est-ce qu'il était avant? Il était devant, il était l'image de son syndicat. Et si au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il ne lançait pas une grève, il ne lançait pas de mouvement de grève, mais ceux qui l'ont mis là ont l'impression qu'il ne fait rien pour faire avancer la situation parce que justement, dans leur panel d'action, ils ne voient que la grève comme moyen d'action. Mais il y a aussi des techniques de négociation.
il y a aussi des techniques de négociation. Avant, on ne négociait pas tant qu'il n'y avait pas de grève. Mais aujourd'hui, observons qu'il y a quand même des périodes de négociation qui se localisent entre le mois d'août et le mois de septembre, surtout pour ce qui concerne l'enseignement. Moi, je trouve que c'est des avancées. Certes, ce n'est pas glorieux de dire qu'on a restreint le droit de grève et que le Bénin, qui a enregistré la conférence des forces vives de la nation, qui a débouché sur une démocratie qu'on traîne et qu'on soigne jusqu'à présent, soit le berceau de cette initiative-là, parce que je dois vous dire que ça n'existe nulle part dans le monde où on a encadré le droit de grève à 10 jours, où on a restreint le nombre de jours de grève. Ça n'existe nulle part dans le monde. Vous ne trouverez pas ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui crée un malaise, certes, pour nous qui avons conquis, parce que la conférence même des forces vives de la nation, elle a pu être déclenchée justement parce qu'il y a eu la grève générale qui a précédé l'année d'avant. Donc, on est fiers de pouvoir faire de la grève, mais aujourd'hui, remarquons aussi que ne pas faire de la grève, ça nous permet d'éviter quelques déboires. Ça va être une mesure transitoire parce que ça ne pourra pas rester ainsi indéfiniment. On finira par retrouver un droit de grève, mais cette fois-ci, un droit de grève beaucoup plus responsable, un droit de grève avec beaucoup plus de pincettes, parce qu'on ne peut pas aller en grève pour tout et pour rien. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport au pouvoir du travailleur. Concernant l'employeur, il est vrai qu'on a l'impression que l'employeur a tous les pouvoirs et qu'il peut licencier comme bon lui semble. Je ne pense pas que cela soit une vérité qu'on puisse jeter comme ça dans le débat sans pour autant justifier. Vous savez, lorsqu'on recrute quelqu'un et qu'on le met à la tâche, il y a au moins 3 niveaux par lesquels cette personne-là passe pour devenir l'employé de référence. Il y a la période d'intégration pendant laquelle l'employeur débourse des moyens matériels, logistiques, parfois financiers même, pour pouvoir le former et le mettre dans une dimension qui permette à son entreprise d'évoluer. C'est du temps gagné, c'est du temps d'intégration qui coûte assez cher en termes de productivité. Si cet employeur-là est prêt à laisser partir ce travailleur, c'est que ce travailleur-là n'en vaut certainement pas le coup. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les situations de licenciement. Mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi parce que s'il est prêt à se séparer de lui, à recruter un nouveau, c'est qu'il est prêt à recommencer éternellement ce geste ou cette période de formation, de préparation à l'emploi de façon indéfinie. Et je ne pense pas qu'il y ait des employeurs qui soient prêts à le faire. Donc, quelque part, la mesure qui, je ne sais plus à quel article elle se trouve, la mesure là qui se retrouve dans le Code du travail, certes, elle consiste à déréguler le marché du travail parce que des règles parallèles vont se former, comme on le voit déjà avec le PSIE, mais quelque part, elle va pousser également les relations entre employeurs et employés à se fonder désormais sur des compétences. Ça a déjà été observé dans pas mal de situations. Ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est également un des résultats qu'on peut attendre de ce changement-là. Donc, ne peignons pas tout dans le négatif. Je pense qu'il faut pouvoir nuancer. Comme je le dis, je pense que ça fait la 3e fois que je parle de nuancer. Il faut pouvoir nuancer. Sinon, on tombe très facilement dans le fanatisme. On aura tout de suite l'impression que vous êtes d'un camp ou de l'autre. Mais si on veut faire le débat de façon technique, je pense qu'on peut aller dans ces différentes directions que j'ai abordées. Bon, je pense que mon temps de parole s'est élargi. Je pourrais rester encore, excusez-moi, quelques minutes sur le panel, histoire de répondre peut-être à des motions ou de développer peut-être d'autres aspects que je voulais bien développer, mais je n'avais pas non plus envie de monopoliser la parole. J'ai une motion pour Agama. Oui, n'hésitez pas. Ok. Bon, en réalité, la grève n'a pas été supprimée, la grève qui est encadrée. Ils ont 10 jours par mois, je crois, pour faire la grève. Et puis, est-ce que, avec le niveau de développement du pays, est-ce qu'il faut permettre, il faut nécessairement faire une grève pour se faire entendre? On peut faire les cycles, on peut faire les marches. Moi, dans les pays développés, puisque je sais de quoi je parle, mais moi, j'ai jamais vu les gens font grève. C'est les sittings qu'ils font, généralement. Moi, j'ai toujours vu les sittings. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cette motion que je vais mentionner. Sinon, en réalité, la grève a été juste encadrée parce que, c'est, comme vous le dites, c'est devenu du désordre. Tout le monde se lève. Il suffit seulement que les policiers restent devant et chose à inciter les syndicalistes à bloquer
parce qu'on n'est pas en société avec la politique, on ne pense pas les syndicalistes pour bloquer le pays. Bon, l'autre a été victime de ça pendant des années. Nous avons vu les conséquences, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Des grèves, il a pris tout le régime, plus de 10 ans, à ne faire que régler les problèmes de grève. Donc, le pays était à un moment donné, et était monopolisé par deux camps. C'est-à-dire que les syndicalistes et les politiciens qui monopolisaient le pays, et puis on ne pouvait rien faire. Quand tu es élu, ou bien tu es un président de la République, tu es obligé de faire, c'est-à-dire que de s'incliner devant ces deux groupes-là. Donc, c'est un peu la motion que je vais mentionner. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie infiniment celui qui est intervenu tout à l'heure. Ce genre de débat que j'apprécie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai la permission de répondre à la première motion? Juste un instant, oui. On va permettre aussi comme Zondo qui demande une motion, comme ça vous allez répondre en bloc aux deux. Oui. Monsieur Zondo, vous pouvez poser votre question ou bien si c'est un commentaire rapide, oui. Pas pour une question, c'était juste pour commenter brièvement ce qu'il a dit. Laisse répondre à la question de le guide. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, dans mon intervention, je n'ai pas parlé de l'interdiction de la grève parce que l'interdiction, ça ne peut exister que dans un contexte totalitaire où on a un pouvoir très fort, on a un État très très puissant où il n'y a aucun interlocuteur. C'est vrai, la grève a été encadrée, a été restreinte à 10 jours par an, 7 par semestre et 2 par mois. Ce qui est une innovation, ça c'est purement béninois. C'est-à-dire qu'à l'étape actuelle de la connaissance humaine, il n'existe nulle part où cela existe. Il y a d'autres formes de restrictions qu'on peut observer. Par exemple, les obligations de négocier avant d'aller à la grève qu'on peut trouver dans les pays du nord de l'Europe ou dans certains autres endroits. Mais à aucun moment cela n'existe. Donc c'est une pure innovation qui, malheureusement, s'est radicalisé, je pense, dans le débat à partir du moment où le président de la République, qui semble être le vrai instigateur de cette loi-là, est allé se produire devant les entrepreneurs français en disant qu'il avait beaucoup de satisfaction à l'avoir fait. Moi, je trouve que c'est très dommage, mais il y a les aspects négatifs de cette situation-là, mais il y a également ce qu'on peut en tirer et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ce qu'on peut en tirer, je pense que c'est ça ce que j'ai abordé tout à l'heure. Et je suis d'accord aussi avec le guide que l'état actuel de notre pays ne nous permet pas d'aller en grève comme c'était le cas avant. Parce que, vous voyez, il y a quelques secteurs, parce que généralement, quand on aborde le sujet de la grève, on a tendance à aller directement voir les acteurs du milieu de la santé, l'enseignement. Mais il n'y a pas que, il y a les magistrats aussi qui allaient en grève et un individu qui n'a peut-être rien fait, qui se retrouve en détention préventive, qui doit être présenté au procureur puis libéré, se retrouve à faire des semaines, des mois pour enfin être libéré, pour n'avoir rien fait, pour avoir été juste au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais remarquons qu'aujourd'hui, on a du calme de ce côté-là, même si on n'est pas satisfait de toutes les prestations. Je pense qu'on a du calme de ce côté-là. Je pense que c'est une situation transitoire, comme je le dis, et qu'une modification de cette loi-là peut intervenir à tout moment, certainement pas sous le régime qu'on a actuellement, mais cette modification-là peut intervenir à tout moment, dans la mesure où on a déjà eu le CNDS, comme je le disais, le Conseil national du dialogue social, qui a tenté pendant 5 ans, de 2017 à 2022, d'instaurer le dialogue social comme une pratique à tous les niveaux, au niveau départemental, au niveau sectoriel, au niveau national. Donc je pense que c'est un bon début. Après, malheureusement, les résultats n'ont pas été satisfaisants. Le Conseil des ministres, je pense, du 19 janvier 2022, a dû rapporter le décret de création. Et à la place, on a mis en place le CNCCN, le Conseil national de concertation, de conciliation et de négociation collective, qui siège de façon périodique. Et je pense que leur première séance a été dirigée par le président de la République même,
on a dû voir quelques capsules à la télé où il était en train de négocier avec les enseignants. Je pense que c'est un bon début parce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers une culture de la négociation, vers une culture du dialogue social qui, à la longue, nous permettra de faire passer d'abord nos malaises, de faire passer d'abord nos mésententes par le dialogue, avant maintenant de déboucher, si il le faut, sur la grève. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est un changement de table dans nos habitudes qu'il faut noter comme quelque chose de positif. J'ai une motion pour Maître Adjagbe là. Ok, donc vas-y d'abord, parce que DTM n'est pas prêt. Ma motion pour Maître Adjagbe. Maître Adjagbe, écoutez bien. Le président, la dernière fois, a dit il préfère donner 1000 emplois précaires aux jeunes que 0. Je reprends. Il a bien dit, je préfère donner 1000 emplois, mais précaires, que de donner 0 emploi aux jeunes. Ça veut tout dire. Ce n'est pas l'État. J'ai déjà dit ça ici la dernière fois. L'État ne crée pas des emplois. C'est le secteur privé qui crée les emplois. Et vous dites un truc, vous êtes un maître, et vous dites un truc grave, que l'employé ne peut plus tenir tête à un employeur. Donc quand vous avez votre entreprise là, vous avez recruté les gens pour venir vous tenir tête. Je ne suis pas en train d'encourager des abus. Non. On doit nous encadrer ça. Mais, au début, moi-même, j'ai condamné un peu le truc. Mais quand le président s'est expliqué, je me suis dit que le débat est clos. Ça est fini. Ok, oui, juste avant de laisser Maître Adjagbe répondre, c'est juste faire observer que si le guide dit que l'État ne crée pas les emplois, mais c'est le privé. Mais aujourd'hui au Bénin, sinon du moins depuis 2016, le privé est confondu au public. Donc parce que c'est celui qui représente l'État, c'est lui qui a aussi toutes les entreprises pratiquement au pays. Donc je ne vois pas comment on peut promouvoir la création d'emplois dans le privé si pratiquement tous ceux qui avaient des secteurs productifs et des secteurs générateurs de revenus au Bénin, soit ils sont en exil, ou bien ils sont éparpillés aux 4 coins du monde. Donc c'est difficile de promouvoir ça dans les conditions actuelles. Et si vous regardez un peu la situation du Nigeria, où on a des dizaines d'ordres d'affaires prolifiques, c'est pas la même chose au Bénin. Au Bénin maintenant, on a une seule personne qui est riche et tout le monde est pauvre. Donc les conditions ne sont pas réunies. Oui, je vais laisser d'abord Maître Adjagbe réagir parce que la question s'adressait à lui. Et puis si M. Zondo, vous voulez réagir, vous pouvez réagir après. Merci infiniment. Je crois que tout est dit. Tout est dit parce que c'est pour ça que je parlais avant, je dis, la loi, en fait, arrange les employeurs. Et quand ça arrange les employeurs, on voit que la plupart des grandes entreprises aujourd'hui sont détenues par une seule et même personne. Ça veut dire simplement que c'était préparé pour que on puisse avoir la facilité, pour que les employés n'aient pas de ressources pour s'organiser. Parce qu'ils ont des ressources, ils pourront s'organiser. Il faut les paupériser pour qu'il n'y ait pas de ressources pour s'organiser, pour pouvoir faire face. Quand je dis tenir tête là, c'est pas dans un sens négatif. Mais quand la personne est maltraitée, il doit pouvoir réagir. Mais quand il est sans ressources, vous voulez qu'il réagisse comment? Les dommages et intérêts ne sont pas payés. On limite à 1 an, je crois, et qui est une misère. Et la personne ne peut même pas subvenir à ses ressources jusqu'à pouvoir réagir et s'organiser pour réagir. Tout ça est prémédité, préparé. Et si vous avez entre-temps compris, si vous aviez compris, c'est pourquoi je parlais du discernement quelque part. Si vous aviez compris, vous auriez tout compris. Merci. Ok, je vais permettre à Humanité. Ah, ok, j'avais promis à M. Zondo de réagir. Oui, allez-y. D'accord, je pense que vous avez posé semblé poser une question que comment l'emploi est créé. C'est très facile de dire aujourd'hui que toutes les sociétés qui sont au Bénin appartiennent au président Patrice Talon. Est-ce que ces propos-là, parce qu'on ne peut pas assumer
Nous ne pouvons pas assumer quand on dit ces propos-là. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je vous ai toujours dit, si c'est moi là, n'ayez pas peur pour moi. J'assume tout ce que je dis. Les gens ont dit pour ça. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi a été lancé en juillet 2020. Et pour le point fait en décembre 2024, nous avons eu 1553 entreprises qui ont été bénéficiaires. Comment ils ont été bénéficiaires? L'État met à leur disposition, ils font des demandes de recruter 10, 20 employés, etc. dans les domaines professionnels. L'État recrute par le biais du PSE du programme et met à leur disposition ces employés-là et supporte le salaire pendant 1 an. Et les salaires varient entre 100 000 à 250 000. C'est connu. Beaucoup de jeunes savent aujourd'hui qu'il y a ce programme. Je confirme ça. Zondo, je confirme, c'est ça. 1500 et quelques entreprises. Ces entreprises-là appartiennent à Patrice Talon. Il faut qu'on arrête de dire des choses. Nous avons eu 7200. C'est un nouveau programme, c'est un ancien programme. C'est un programme qui existait depuis Kérékou. Non, arrêtez, laissez-moi parler. Le programme qui existait depuis là, recrutait des gens, des stagiaires dans les ministères, qui sont des dans les ministères, c'est ça. Dans les ministères. Ils n'ont aucune expérience. On recrute un comptable, on envoie ça au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il reste là pendant 6 mois. On lui donne des misères. Il rentre chez lui. Il va postuler ailleurs avec ça là. On le recrute pas. Mon épouse est passée par ce programme pour être employée aujourd'hui au niveau de la direction des impôts. Il y a beaucoup qui sont passés par là pour devenir employés. Écoutez, la direction des impôts, écoutez-moi, la direction des impôts recrute sur concours. Ça veut dire que vous avez... Non, mon frère. La direction des impôts recrute sur concours. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous dites. L'État recrute sur concours. C'est ce qu'on vous a dit que vous dites. Je comprends que vous soyez partisans de l'ancien régime. Je dis, nous on fait nos enquêtes avant de parler. Moi, je fais mes enquêtes avant de parler. Vous, c'est ce qu'on vous raconte que vous venez dire. Non. Moi, je suis le community manager du programme PSE. Donc, ne racontez pas ce que vous ne savez pas. Vous, quand vous dites que ce programme n'existait pas, c'est ça, je vous dis. Ce programme existait. Le programme n'existait pas sous cette forme. Le programme qui existait... Bon, si vous avez modifié la forme, ne dites pas que ça n'existait pas. Ça n'existait pas sous cette forme-là. Ça n'existait pas. Ce qui existait là, c'est des stagiaires que vous envoyez dans les ministères, où les gens des ministères gèrent nos petites sœurs. Après, c'est des... Même dans les privés. On envoyait même dans des privés. C'est pas des concours que l'État recrute avec ce programme. Si votre épouse a été cooptée après un stage, ça veut dire que vous avez des accointances avec l'ancien régime et on a coopté même sans concours. Moi, j'ai jamais eu d'accointance avec qui que ce soit jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je parle librement. Jamais d'acquaintance avec qui que ce soit. C'est pourquoi je parle librement. C'est pourquoi j'assume tout ce que je dis. Comment votre femme a fait un stage et s'est retrouvée employée au niveau de l'État? Elle n'est pas la seule. Je vous dis, même dans des privés, des gens ont fait stage dans des privés, ils sont devenus employés de ces privés-là. C'est un programme qui existait. Vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, on vous dit, vous dites, ah, je ne savais pas. C'est comme ça on répond. Je ne savais pas, là, c'est beaucoup plus sage. Le programme qui existait, je connais le programme qui existait, c'est ça, je vous explique. Ça n'a rien à voir avec le PSE. Rien du tout. Vous allez me permettre de vous donner les statistiques. Au temps de Kérékou 1, vous aviez quel âge pour maîtriser ce programme? Oui, parce que là, ce que vous êtes en train de dire... J'ai une motion. Je vais vous départager. Effectivement, ce que Maître dit, il y a une part de vérité dedans parce que moi-même, j'ai bénéficié de ça. Mais la différence est que moi, j'étais... En ce moment, quand j'avais fini l'INE, que durant mon stage, j'ai bénéficié de ce programme de la MPE. Mais le problème, la différence, c'est que pour me payer là, c'est-à-dire, l'État paye une partie et puis l'entreprise complète. C'était bien ça. L'État paye une partie. Moi-même, j'ai bénéficié de ça. L'État paye une partie et l'entreprise complète. Maintenant, pour avoir cet argent-là, il faut que, c'est-à-dire que c'est compliqué. Il faut qu'on aille au ministère du Commerce, aller voir le régisseur qui s'occupe de ça et on reste derrière lui, on court parti fatigué avant de l'avoir. J'ai bénéficié de ça et je te l'accorde. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Je te l'accorde. Tu as raison sur ce plan aussi. Ouais. C'est systématique.
C'est cité ici, comme dit monsieur Zondo, la forme a changé. Ici, il n'y a plus de rigueur. Il n'y a plus de rigueur. Et puis, le montant a été augmenté. C'est jusqu'à 250 000. Alors qu'avant, je crois qu'on me donnait 60 000. L'État donne 60 000 et l'entreprise complète. Je me rappelle plus combien l'entreprise complète. Mais vraiment, pour l'avoir, c'est très difficile. C'est ça que je voulais préciser. Ok, donc on va pouvoir permettre à d'autres d'intervenir. Et DTM, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour prendre la parole? Si oui, ouvrez votre micro. Sinon, et puis on va pouvoir mettre fin au travail. Oui, monsieur Zondo, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais remercier monsieur Agama pour ses explications. Il est venu vraiment étayer, fermer le truc là, fermer la bouche de notre ami Maître Adjabé, qui m'en excuse. Voilà un sachant, il parle avec des articles, il parle de façon précise. C'est ça un débat technique. Par rapport à la loi sur l'embauche, d'accord, on va essayer de mettre dans un panier, dans deux paniers, situés sur une balance, les avantages de cette loi par rapport à l'embauche, par rapport à la création d'emplois et les désavantages que ça a par rapport à la création d'emplois. Et on va venir à la conclusion de savoir ce que la loi sur l'embauche aujourd'hui permet à ce que est une loi prévisible. Parce qu'avant, ce n'était pas prévisible du point de vue indemnité, où des investisseurs se retrouvent dans des situations où ils sont carrément ruinés. Ils sont totalement ruinés. Et quand un investisseur est ruiné, il ferme boutique et à cause d'un seul individu, beaucoup d'emplois sont perdus. Aujourd'hui, la loi met l'accent sur la compétence. L'employeur vend sa compétence. L'employeur se vend comme un employé modèle. Pas comme un employeur qui tient tête à son employeur. C'est l'employeur qui a créé l'emploi. C'est ceux qui créent l'emploi, qui créent la richesse. Et donc, il fallait encourager notre pays. C'est un pays où tout est à refaire. Tout. Il y a encore plusieurs niches qui attendent des investisseurs. Si on ne fait pas comme ça, on ne procédait pas comme ça, on n'allait pas avoir d'investisseurs dans le pays. Les gens allaient continuer par fuir le pays. Je pense que c'est pour ça que le président a fait ce débat-là devant les Européens, ce que M. Agama a soulevé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a fait ce débat-là devant les Européens, pour les attirer, pour leur dire non, aujourd'hui, on sait que quand il y a telle situation, c'est 9 mois de trucs-là, de salaire qui est payé, tout est prévisible. C'est dans cette optique-là, je pense, l'un des arguments phares qu'il a évoqué en voulant réviser la Constitution pour la première fois. Les gens l'ont rejeté, les gens l'ont renvoyé, les gens l'ont traité de tous les noms. En dehors de la surpuissance du président qu'il a évoqué, il a dit que notre justice n'était pas prévisible. Il fallait réviser la Constitution pour rendre notre justice un peu plus prévisible. Et donc, c'est tout ça aujourd'hui qui a permis à notre pays d'avoir ce qu'on a. Avançons, le droit de grève et tout ça a été restreint. Encore 30 secondes pour terminer, M. Zondo. Encore 30 secondes, merci. On a, au niveau de nos hôpitaux, ça tourne. Les gens continuent pas à négocier. Vous négociez, l'État a dit, bon, à tel moment donné, je vais arranger l'indice des salaires à tel niveau. La période vient, il n'y a pas l'argent dans la caisse. Ou l'argent qui est là est pour d'autres priorités. Vous venez à la table, on vous explique. On vous montre par A plus B que voilà la situation, on va reporter le relèvement de l'indice des salaires là. Vous acceptez, vous rentrez chez vous. Parce qu'il n'y a pas que vous dans la République. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, avant, on laisse le travail et on peut mourir dans les hôpitaux n'importe comment et tout. L'école peut fermer, il peut y avoir année blanche. Nos apprenants sont formés au rabais. Je vais m'en arrêter là, puisque ce n'est pas le débat en cours, mais bon, ça a été quand même une occasion pour nous d'un peu renchérir, une occasion également d'apprendre. Monsieur Agama, il a été lumineux,